J'ai choisi de vous faire une présentation sur les réseaux de neurones et le transformer. L'idée, c'est de vous faire un petit récapitulatif de l'historique, on va dire, des réseaux de neurones, du deep learning, et puis la dernière nouveauté, donc le transformer qui date de 2016, dans le but un petit peu de vous donner les clés, de démystifier un petit peu ce que c'est que l'intelligence artificielle, pour essayer de un peu mieux comprendre. Et puis comme ça, Paul pourra peut-être enchaîner sur la partie un peu plus applicative. Donc déjà, je vais revenir sur les mots-clés qu'on entend, intelligence artificielle, machine learning, deep learning. Qu'est-ce que c'est que tout ça? En fait, on a l'intelligence artificielle. C'est l'ensemble des techniques pour mimer l'intelligence soit humaine, soit animale. Ça peut être ou non du machine learning, il y a d'autres techniques. Et globalement, aujourd'hui, c'est ça qui est extrêmement compliqué. On va dire qu'on n'y est pas. Quand on entend parler de robots, d'intelligence artificielle forte, voilà, on voit bien que c'est clairement des sujets de recherche, mais on n'y est clairement pas. Ensuite, le machine learning, c'est l'ensemble des méthodes pour lesquelles mathématiquement, je vais résoudre un problème d'optimisation. En général, je cherche à minimiser une erreur. Et donc, je vais apprendre à la machine sur ces données, donc de manière statistique, probabiliste. Pour donner quelques mots techniques, avec une descente de gradient, je mets à jour les paramètres de mon modèle. Voilà, globalement, ce que je fais dans le machine learning. Et dans le deep learning, donc vous voyez, c'est une partie du machine learning. Le but du deep learning, ça va être d'aller un petit peu plus loin que le machine learning. C'est toujours des problèmes d'optimisation, mais on va voir que ça va aider notamment pour l'extraction de variables. J'entends les sons du chat, mais j'ai pas le visuel. Enfin, je regarde les questions après, du coup. Donc, le machine learning, en fait, si vous regardez ce que présente, donc c'est la fameuse librairie en Python, scikit-learn, ils ont fait une petite roadmap de ce qui existe. Donc, il y a les différents algorithmes, mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir une vue globale du machine learning, de se dire, voilà, d'un côté, j'ai les problèmes de classification, de régression, de clustering et de réduction de dimensions. Donc, globalement, la classification et la régression, c'est ce qu'on appelle du machine learning supervisé, c'est-à-dire que j'ai une donnée et je sais ce que je souhaite apprendre. Par exemple, vous me dites, là, j'ai une image de chien, c'est un chien. J'ai une image, ok, c'est un chat. Ou alors, j'ai des données de patients, je sais est-ce que cette personne a telle ou telle caractéristique que je cherche. Donc, c'est ce qu'on appelle un label. Pour chaque donnée que j'ai, je souhaite apprendre ce label. Si c'est un label typiquement qualitatif, c'est de la classification. Par exemple, 0, c'est les chiens, 1, c'est les chats. Si c'est prédire une valeur continue, typiquement la température, c'est de la régression. Ensuite, le clustering, c'est essayer de trouver des liens dans les données, de créer des groupes, mais sans a priori. Voilà, donc j'ai simplement des données, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas des groupes on pourrait imaginer sur le réseau social Facebook, est-ce qu'il n'y a pas les groupes des personnes qui se connaissent, est-ce qu'il n'y a pas voilà, ce type de questions. Et réduction de dimension, ça permet de faire deux choses. D'une part, d'entraîner des modèles un peu plus rapidement parce qu'il y a moins de données. Typiquement, quand des variables sont corrélées, c'est-à-dire que si vous me dites, là j'ai une colonne avec l'âge et là j'ai une colonne avec 3 fois l'âge, ça ne sert à rien d'avoir ces deux colonnes. Donc de faire de calculs sur ces deux colonnes. Et ça permet aussi de visualiser les données, parce que si j'ai 10 variables, c'est compliqué à visualiser, et je peux essayer de réduire la dimension pour les visualiser en 2 dimensions. Donc voilà un petit peu l'overview, enfin on va dire la vision du machine learning. Donc globalement, si on va un peu plus profondément sur le machine learning supervisé, donc comme je vous disais, on a des données, et pour chaque donnée, je pense que vous avez un petit peu l'habitude, si c'est une table SQL ou ce genre de choses, voilà, pour chaque donnée, je dois prédire un label, et soit ça peut être de la classification ou de la régression. Bon, globalement, mathématiquement, je peux passer d'un problème à un autre, donc c'est quasiment la même chose. Ok. Donc, bien sûr, il y a plein d'algorithmes dans le machine learning, mais comme on va parler un peu plus spécifiquement
du deep learning, donc je vais m'intéresser au réseau de neurones et vous introduire les principaux réseaux de neurones qui existent. Je ne peux pas être exhaustif. Voilà, donc c'est les principaux. Le réseau de neurones, donc, qui vient des années à peu près 50, c'est le perceptron. Donc c'est un modèle très simple, linéaire. Globalement, c'est une droite. Y égale à x plus b, avec nos a et nos b, c'est les paramètres à apprendre. Et puis, si je rajoute des variables, voilà, je rajoute des paramètres. Le perceptron multicouche, donc en anglais multilayer perceptron, donc globalement, c'est un petit peu pareil. Hein, j'ai toujours mon entrée, mes différentes données. Et en sortie, je souhaite faire de la prédiction. Donc soit ça peut être un nombre ou plusieurs nombres pour de la régression ou de la classification. Donc c'est pour ça qu'on voit plusieurs neurones en sortie. Et en fait, j'ai aussi ce qu'on appelle des couches cachées. Et donc ça va m'aider à apprendre des problèmes plus complexes qui globalement ne sont pas linéaires. Ce qui est vrai dans la plupart des cas, la plupart des problèmes. Donc, juste pour vous dire un petit peu, quand on vous dit le réseau de neurones, c'est une boîte noire, c'est vrai et c'est pas vrai. Disons que c'est compliqué à expliquer, parce qu'effectivement, en fait, on a les formules, donc on peut dire à tel endroit, je sais exactement qu'il y a ce nombre. Mais qu'est-ce que ça représente? C'est ça qui est compliqué. C'est que ces couches cachées, en fait, elles font des transformations de variables qui ne sont pas linéaires. Donc effectivement, si j'ai des données pour lesquelles j'ai l'âge et le poids, qu'est-ce que ça veut dire de faire moins 42 fois le poids plus exponentielle de l'âge? C'est pas très clair en fait. Donc voilà, on a les formules, mais c'est vrai qu'à expliquer, c'est pas évident. Donc voilà ce que c'est qu'un réseau de neurones. Et donc globalement, je mets mes entrées à l'entrée du réseau, sur la couche d'entrée, et je fais ma prédiction en sortie. Et donc ça fonctionne bien quand j'ai des datasets où j'ai pu créer mes variables moi-même. Je dis, voilà, j'ai une colonne âge, une colonne poids, c'est moi qui crée mes variables. Ou alors sur du texte, je sais est-ce que tel ou tel mot apparaît, ou alors c'est quoi la taille de la phrase. Donc vous voyez, je me crée mes variables, et je peux prendre des modèles de machine learning. Donc le multilayer perceptron, c'est un modèle de machine learning. Maintenant, en fait, ce qu'on aimerait bien faire, c'est plutôt prendre de la donnée brute, typiquement penser à l'image, le son, le texte, donc le multimédia, et ne pas avoir à créer soi-même des variables, de dire est-ce que cette information elle est présente oui ou non, voilà, créer ces variables-là. Et donc, pour faire ça, c'est la partie deep learning. Donc là, typiquement sur les images, donc ce qu'on appelle les CNN, Convolutional Neural Network, ça vient des années 90, et globalement, ce qu'on va faire, c'est une partie extraction de features, donc ce qu'on voit là, toute cette première partie de réseau, où je vais essayer d'apprendre à dire est-ce que ce pattern, il est présent dans l'image. Si vous voulez, une convolution, c'est comme un CTRL F, c'est l'équivalent d'un recherché dans le document, sauf que ces convolutions, en fait, sont apprises de bout en bout. C'est-à-dire que je ne sais pas au départ quel pattern je cherche, et je vais l'apprendre sur mon dataset. Et donc, si j'ai un dataset de visage, je vais apprendre que je dois reconnaître des patterns plus ou moins de nez, d'yeux, d'oreilles, etc. Et une fois que j'ai fait passer ces patterns, eh bien, j'ai la partie classification qui est comme tout à l'heure. C'est du machine learning. Donc voilà, l'apport du deep learning, c'est vraiment, on n'est plus obligé d'être ingénieur spécialisé. On n'a pas à créer ses propres variables, elles vont être extraites automatiquement. Et donc, les CNN, ça fonctionne comme ça, on fait passer différents filtres. Vous voyez, c'est juste une multiplication des différents nombres, là, sur les pixels de l'image. Et en fait, on cherche plein de filtres. Donc là, il y a plusieurs, enfin, il y a, je ne sais pas, 32 filtres ou quelque chose comme ça. Donc ça veut dire qu'on cherche 32 patterns différents. Tiens, est-ce que dans l'image, j'ai une pente un peu inclinée? Tiens, est-ce que j'ai un petit bout, une courbe un peu inclinée? Etc., etc. Et quand je sais que j'ai tout ça dans l'image, je peux faire facilement ma classification
Donc là, par exemple, sur des nombres écrits à la main, des chiffres de 0 à 9. Ensuite, il y a un autre type de réseau de neurones qui a été créé donc, dans les années 90. C'est ce qu'on appelle les Long Short-Term Memory Network. Et il y a une évolution récente qui date de 2014, qui sont les Gate Recurrent Units, un peu plus légers, mais l'idée est la même. Donc globalement, si vous voulez, un réseau de neurones, ce que j'ai rapidement présenté tout à l'heure, mais donc si vous voulez, c'est juste des produits matriciels. Votre vecteur en entrée, ça représente une ligne de votre dataset. Vous multipliez par une matrice de poids et simplement, on a ce qu'on appelle des fonctions d'activation pour rendre ça non linéaire. Parce que juste faire des produits matriciels, c'est linéaire. Donc, pour apprendre des choses plus compliquées, on a cette fonction d'activation. Bon. Et globalement, ça reste, si vous voulez, des produits matriciels. Donc, ce réseau de neurones, LSTM, c'est juste plein de produits matriciels avec différentes fonctions d'activation. Bon, juste pour vous dire, voilà ce qu'il y a à l'intérieur, mais nous, on peut considérer qu'on prend cette boîte verte et ça va nous permettre d'apprendre des liens entre les données. En fait, pourquoi les gens ont créé ce réseau de neurones, c'est pour se poser la question, quand je mets une nouvelle donnée à l'instant T, est-ce que je peux tenir compte des données du passé? Voilà, c'est un petit peu... cette opération-là de multiplication, d'addition, c'est pour dire, est-ce que je prends plus ma donnée à l'instant T ou est-ce que je pondère un peu plus avec les données précédentes? Et donc ça permet de résoudre des problèmes sur les séries temporelles ou sur des liens, quand j'ai des liens dans mes données, typiquement du texte. Parce que quand je dis un mot, si je commence par « je », typiquement, après, il me faudrait un verbe. Donc, il y a un lien entre ces données. Et donc ça, c'était pas possible avec les réseaux de neurones classiques où chaque donnée, elle est indépendante. Quand je dis j'ai une personne qui fait tel âge, tel poids, je peux prédire telle particularité, mais quand ensuite j'ai une autre personne, elle n'a rien à voir avec la précédente. Et donc ces LSTM permettent de faire de la prédiction. Donc pour une donnée, je peux prédire une donnée. Je peux en prédire plusieurs. Donc par exemple, si vous me dites quelle est la température aujourd'hui, je peux essayer de prédire celle de demain, après-demain et après-après-demain. Je peux faire l'inverse. Je peux tenir compte d'un contexte ou par exemple de la température d'avant-hier, de hier et d'aujourd'hui et d'essayer de prédire celle de demain. Évidemment, je peux faire ça avec des pas de temps dans le passé et dans le futur. Et donc, que ce soit sur des séries temporelles ou typiquement des phrases ou des vidéos, etc. Donc là, je pense que même si on a été un peu vite, vous voyez qu'on peut cumuler un petit peu tout ça. Typiquement, vous me dites, tiens, est-ce qu'on peut faire de l'analyse de vidéo? Bon, ben, on se dit, vidéo, il faut que j'arrive à extraire des features automatiquement, donc j'ai besoin de ces couches de convolution. Après, il y a des liens temporels, donc en fait, je vais mettre un CNN, puis un LSTM. Et par exemple, je vais pouvoir prédire c'est quoi le type d'action, ou essayer de prédire la prochaine action, ce genre de choses. Ok. Alors, ensuite, dans les années 2015, 2016 plutôt, pardon, on a introduit ce qu'on appelle les mécanismes d'attention. Donc, l'idée, c'est que le LSTM, ou le GRU, va nous représenter, si vous voulez, en quelque sorte, à chaque fois que je lui donne une nouvelle donnée, il va stocker dans un vecteur l'ensemble des données précédentes. Et en fait, il y a un moment, il aura du mal à se focaliser, parce que plus je lui donne de données, plus ce résumé d'informations, ça va devenir un peu flou. Et donc, l'idée, c'est d'introduire, si vous voulez, un autre vecteur, donc ce mécanisme d'attention. C'est juste un vecteur pour pondérer à quel point mes informations précédentes vont être intéressantes ou pas pour faire ma prédiction. Donc, à chaque étape de la prédiction, en fait, je vais regarder à la fois le vecteur d'attention qui se focalise sur toutes les entrées que j'ai, et je vais faire ma prédiction. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai essayé de mettre plusieurs schémas pour montrer, typiquement, quand on fait de la traduction. Avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait un LSTM pour faire passer l'ensemble de la phrase. Donc là, on pourrait imaginer que c'est du français-anglais, donc l'ensemble de mes mots en français. Et ensuite, je décode la phrase pour l'avoir en anglais.
Et bien là, on va faire la même chose, sauf qu'on va rajouter un vecteur qui me donne la probabilité de quels mots sont plus intéressants pour faire ma traduction. Donc au moment où je fais ma traduction, ça va m'aider à dire je vais sortir ce mot, mais en même temps, c'est ce mot-là en anglais qui m'a aidé. Voilà aussi une représentation du mécanisme d'attention sur les images. Typiquement, si j'essaye de décrire ce que fait la personne dans l'image, on voit que le mécanisme d'attention va nous aider à nous focaliser sur les zones importantes de l'image. Et là, quand on en est là, les gens se sont dit ok, ça marche très bien, mais pourquoi on a besoin d'un LSTM pour ensuite faire un mécanisme d'attention? Autant faire qu'un mécanisme d'attention. Et donc, c'est, si vous voulez, c'est l'évolution, donc c'est ce qu'on appelle le transformer, qui vient du papier Attention is all you need, qui va fournir cette évolution. Alors, juste avant d'en parler, j'ai besoin d'introduire donc ce qu'on appelle un modèle de langue et ce qu'on appelle un embedding. Donc, un modèle de langue, ça vient d'une définition statistique en linguistique qui globalement nous explique que je peux donner une probabilité dans une phrase sur le mot qui vient ensuite. C'est-à-dire que pour chaque mot, voilà, j'ai une suite de mots et je peux dire de manière probabiliste, c'est plutôt ce mot-là qui va arriver que ce mot-là. Parce que, notamment, après un sujet, c'est plutôt un verbe, etc. J'ai des règles de construction. Et donc, quand on essaye d'apprendre un modèle de langue en deep learning, c'est ça, on essaye, sur des gros volumes de données, de dire, tiens, quelle est la probabilité que ce mot-là arrive après ce mot, ou alors cette suite de mots. Parce que c'est encore mieux si on a le contexte de la phrase. Et donc, en faisant ça, en fait, on a aussi résolu un problème. Donc ça, si vous voulez, les word embedding, donc les embeddings sur les mots, ça date de 2002-2003 et ça a été repris en 2012. Et aujourd'hui, c'est vrai, voilà, globalement, quand on travaille sur du deep learning, on parle d'embedding. Et un embedding, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça représente de manière sémantique notre information. C'est-à-dire que en faisant cet apprentissage de modèles de langue, eh bien, on arrive à avoir un vecteur qui représente chacun de nos mots, et en plus, ce vecteur porte en quelque sorte le sens du mot. Donc, c'est-à-dire que si je représente ces vecteurs maintenant en 2 dimensions, eh bien, je vais voir que les mots que j'ai appris, qui parlent des villes, vont être plutôt proches, et vont être éloignés de ceux qui parlent de nourriture. Et en plus, c'est un espace vectoriel, donc ça veut dire que j'ai des notions de distance. Ce qui n'est pas du tout évident quand vous me donnez 2 mots, de dire est-ce que chien est proche de chat et est-ce qu'il est plus éloigné de banane? C'est pas du tout évident. Je ne parle pas d'une distance lettre à lettre. Je parle vraiment d'une distance au sens sémantique, que si je dis je sors promener mon chien ou je sors promener mon chat, c'est possible. Je sors promener ma banane, ça n'a pas, enfin, vous voyez, ça ne va pas arriver. Et donc, on apprend ça. Et donc, c'est-à-dire que si je mesure la distance entre homme et femme, et que je l'applique à roi, eh bien, je ne vais pas être trop loin du vecteur qui représente reine. Donc, pareil pour les constructions ING, enfin les terminaisons, ou les villes et les pays. Donc, pour apprendre ça, globalement, comme je vous disais en 2003-2012, donc c'est skipgram et continuous bag of word. C'est en quelque sorte une modification d'un réseau de neurones un peu particulier, donc qu'on appelle un auto-encodeur. Si vous voulez, là, au début de la présentation, je vous ai parlé de l'apprentissage supervisé. On disait, voilà, j'ai une donnée, un label. Et globalement, plus on avance, plus les gens se disent, nous, il faut qu'on arrive à faire de l'apprentissage non supervisé. J'ai des volumes de données, un humain, il arrive à apprendre en comprenant les labels. On ne va pas lui dire, tiens, ça c'est un chien, ça c'est un chat, tout le temps. Il apprend autour de lui. Donc globalement, les méthodes qui viennent, c'est autour de l'apprentissage non supervisé ou auto-supervisé, ou alors de l'apprentissage multimodal. C'est-à-dire, comme tout à l'heure, si je vois visuellement quelque chose et que je dis la phrase en même temps, globalement, ça a de bonnes chances pour que ça soit ensemble.
Donc ça, c'est les techniques un peu modernes qu'on souhaite mettre en avant. Et l'apprentissage auto-supervisé, globalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, je prends un réseau de neurones qui compresse l'information et qui la décompresse. Vous allez me dire, OK, ça sert à rien. On retrouve notre information, bon, d'accord. Ben, en fait, on peut faire beaucoup de choses avec ça. On peut compresser l'information, donc c'est l'état de l'art sur la compression. On peut bruiter notre image en entrée ou notre donnée en entrée et en sortie, ne pas apprendre l'image bruitée, mais apprendre l'image ou la donnée débruitée. Donc en fait, on a un algorithme qui nous débruite notre image en fonction du bruit qu'on a mis. Donc les auto-encodeurs, ensuite l'évolution, c'est les variational auto-encodeurs et les GAN, donc c'est-à-dire qu'on peut générer de nouvelles données qui n'existaient pas, si vous avez vu un petit peu passer les GAN sur les visages. Si le dataset est déséquilibré, typiquement, vous me donnez 1000 images de chien, une image de chat, je vais avoir du mal à apprendre l'image de chat. Donc, en fait, j'ai un algorithme qui va me détecter automatiquement les points aberrants de mon dataset, les points un petit peu particuliers. Et si je modifie cet auto-encodeur en prenant non pas une seule donnée, mais en prenant plusieurs, typiquement pour du texte, je prends quelques mots avant, quelques mots après dans une phrase, et j'essaye de prédire le mot du milieu. Je ne le mets pas dans mon entrée. Par exemple, je dis la phrase « I love dogs so much ». Je prends « I love so much » et j'essaye de prédire « dogs ». Donc soit dans ce sens-là, soit dans l'autre. Et vous voyez que là, je n'ai pas de label. Je peux aller sur tout Wikipédia, passer de mot en mot comme ça, et j'apprends mes embeddings. C'est la même chose globalement, c'est la même chose sur des visages, c'est la même chose sur du texte, sur des voix. C'est plus ou moins comme ça que c'est fait aujourd'hui, cette notion d'embedding. C'est des variantes, si vous voulez. Je vais plutôt prendre des visages en disant ces deux-là, ils sont pareils, ces deux-là, ils sont différents, et apprendre à rapprocher des vecteurs de visage ou à apprendre à les séparer. Mais je n'ai pas besoin de label en disant ce visage, c'est telle personne. J'ai plutôt besoin de dire ce visage, est-ce que c'est le même que celui-là ou c'est pas le même? Donc le label est moins fort. Et donc pour revenir, comme je vous disais, sur le LSTM, ce mécanisme d'attention, donc en 2016, il y a Google qui a sorti le papier « Attention is all you need ». Bon, apparemment, c'est tout ce qu'on a besoin. Donc effectivement, ça marche très bien. C'est l'état de l'art aujourd'hui des réseaux de neurones, hein, globalement. C'est assez éprouvé maintenant sur ces quelques années. Donc un transformer, bon, si on veut voir mathématiquement, ça ressemble à ça, comme réseau de neurones. Après, on n'est pas obligé d'aller dans les détails. Moi, ce que je souhaite, c'est plutôt vous montrer le sens qu'on peut donner derrière à ça. Et donc, typiquement, quelle idée il y a derrière? C'est plutôt de se dire, OK, j'ai envie de faire de la traduction. Donc là, j'ai ma phrase en français, elle alla à la plage. Et j'ai envie de prédire petit à petit la phrase en anglais. OK. Et en fait, il y a trois choses dans le transformer. Il y a la clé, la value et la query. Et l'idée, c'est de dire, voilà, je vais mettre, donc, key et query, c'est des vecteurs qui vont être appris, si vous voulez. Et on peut s'imaginer que ça représente, en quelque sorte, quel est le type de mot derrière. Et donc, je vais essayer de faire matcher l'input avec quel est le type en entrée. Donc là, bah, c'est un sujet, là, c'est un verbe, là, c'est un endroit, c'est un lieu. Et donc, la clé et la query, ça va représenter ça. Et maintenant, la valeur, évidemment, là, je fais de l'apprentissage, il faut bien que je lui explique, voilà mon entrée, voilà ma sortie. Donc là, je lui donne la phrase en anglais. Et en fait, j'ai envie de lui faire apprendre, tu vois, quand tu dois traduire cette phrase et qu'il manque que tu es en train de traduire ce mot-là, tu cherches un mot à traduire, ben en fait, ça, dans la clé et la query, tu vas essayer de faire matcher que c'est une location et une location. En gros, quelle attention je dois donner à la phrase de départ, sur quel mot je dois me concentrer, quel doit être le type de mot en sortie que je dois prédire. Voilà un petit peu l'idée qu'il y a derrière. Donc vous voyez la formule, ça ressemble exactement, c'est quasiment comme tout à l'heure, sauf qu'on n'a plus cette partie LSTM qui prenait du temps. Si vous voulez, d'un point de vue
computational, enfin d'un point de vue calcul, le LSTM, ça devait être séquentiel, on devait faire passer le réseau de neurones sur chaque mot un à un, alors que là, en fait, on peut paralléliser encore plus massivement. Je prends toute mon entrée et j'ai juste un vecteur de probabilité sur toute mon entrée. En fait, on le voit ici, hein, le softmax, ça renvoie une probabilité, et en gros, ça dit bien, j'ai mon vecteur en entrée, ma value, et je dis pour cette value, sur quel vecteur en entrée je dois m'appuyer pour faire ma traduction. Donc ensuite, ça c'est le modèle donc transformer. Il a été adapté donc sur du texte. C'est toutes les dérivées qu'on a pu voir dans les années 2017-2018 et qui continuent aujourd'hui donc sur BERT. Et ensuite, maintenant, ça arrive sur l'image depuis à peu près une année. Vision Transformer, ça arrive un petit peu dans l'audio aussi. Voilà, donc les dérivées du transformer sont bien présentes. Et donc sur le texte, donc on a une révolution sur le texte dans ces années-là. L'idée, c'est de mettre tous ces blocs de transformer, d'en empiler plein, en fait. De créer un réseau de transformers. Et BERT, ça permet de faire plusieurs choses. Ça permet l'apprentissage multitâche, donc je peux l'entraîner à faire plusieurs choses en même temps. Et comme ça, c'est le même réseau qui apprend à faire ça. Donc il est encore plus fort, il voit plus de choses. Et donc, comment ça marche, en fait? Je peux typiquement lui mettre une phrase en entrée et lui demander de classer les phrases, 2 phrases en entrée, de faire de la classification, ou je peux mettre, par exemple, question et paragraphe, et il me sort les phrases pour faire du question answering. Donc, trouver les mots pour répondre à la question dans ce paragraphe, ou mettre une phrase et puis prédire mot à mot. Par exemple, pour faire des post-tags, le post-tag, c'est de dire quel est le type de mot. Donc, pour chaque mot de la phrase, je vais dire, tiens, c'est un verbe, un sujet, etc. Donc, vous voyez, je peux apprendre à faire plusieurs choses avec le même modèle. Et derrière, bon, en fait, d'un point de vue technique, quand on met les inputs, donc on a des mots-clés un petit peu spéciaux, donc vous voyez, pour apprendre à séparer les phrases ou pour dire c'est quoi le début de la phrase. Et en fait, derrière, lui, il encode ça avec 3 vecteurs et non pas un seul. Bon. Voilà, mais globalement, l'idée, c'est ça. C'est vous mettez votre phrase en entrée, vous avez un réseau de transformers et vous faites votre prédiction. Et donc, les applications de ces modèles de type BERT, etc., donc, vous pouvez lui faire apprendre de manière non supervisée, enfin auto-supervisée. Donc, c'est-à-dire, vous lui mettez juste des phrases et vous essayez de retrouver, vous enlevez un mot de la phrase. C'est ce qu'on appelle du masquer la phrase. Donc, on enlève quelques mots aléatoires et on lui dit, bah, tiens, apprends à retrouver ces mots. Donc, en faisant ça, on lui apprend à dire quelle est la probabilité que tel mot apparaisse à tel endroit. Donc, on apprend notre modèle de langue de manière auto-supervisée. Ça, c'est la première étape. On peut le faire sur des très gros volumes de données. Ensuite, on peut fine-tuner, donc adapter un petit peu le modèle pour des tâches en particulier. Donc là, comme on disait, de la classification de phrases, du question answering, de la labellisation de mot à mot. Mais là, on a besoin de labels pour lui montrer ce qu'on veut faire. Et donc, les applications, bah, vous avez GPT-3, je pense que vous en avez entendu parler. Globalement, c'est un énorme modèle de langue avec une centaine de milliards de nœuds, de poids, donc 10% du cerveau humain, en nombre de neurones, pas en nombre de connexions, on est encore très loin. Et ce modèle de langue, voilà, on lui a appris sur des très gros volumes de données, globalement des livres, à apprendre à quel mot se met à quel endroit, en masquant un petit peu, comme je disais, de manière aléatoire. Et ensuite, on l'a fine-tuné. Donc, si vous allez lire le papier officiel, vous verrez de 3 manières différentes. Soit du zero-shot learning, donc c'est-à-dire on lui dit juste fais-moi de la traduction. On lui met le début de la phrase, enfin on lui met la phrase, et il est censé faire de la traduction. Donc, on lui a jamais montré cette tâche de traduction. Soit du few-shot learning, donc c'est-à-dire comme ici, je dis ce que je veux et je lui montre quelques exemples. Évidemment, ça marche quand même beaucoup mieux. Et soit je l'entraîne spécifiquement sur tout un dataset. Donc ça, c'est GPT-3, c'est sorti l'an dernier, ça a fait pas mal de bruit. Ça sert à faire pas mal de choses, à simuler des conversations, à
comme modèle de langue, à faire du résumé de texte. Donc c'est évidemment très efficace, mais voilà, dites-vous bien que c'est juste appris sur le modèle de langue. Et l'évolution de ça, donc c'est Codex, ça a été entraîné que sur du code. Donc voilà un petit exemple, vu que j'avais fait une animation, mais en PDF. L'idée, c'est toujours pareil, c'est d'apprendre à générer, globalement, c'est comme une tâche de traduction. Donc vous lui mettez ce que vous voulez, et il vous génère le code en sortie. C'est juste voilà, je voulais vous présenter Codex. Et Paul pourra faire le lien avec Hugging Face, qui est une librairie qui a implémenté tous ces transformers. Voilà, j'ai essayé de vous faire un petit tour d'horizon. Je pense dans le temps imparti. Merci Benjamin. Vous m'entendez bien? Allô? Moi, je t'entends très bien. Ah oui, ok, d'accord. J'ai l'impression que j'ai 2-3 problèmes de connexion, vous m'excuserez. Donc, je disais merci Benjamin. Alors, j'ai vu qu'il y avait 2-3 questions. J'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui avaient bien aimé, parce que j'ai vu plein de petits pouces passer au fur et à mesure. Mais en fait, on a commencé en retard, donc évidemment, on est en retard. Et du coup, moi, ce que je propose de faire pour éviter que ça retarde trop la partie de Paul, c'est que je récupère les questions que je pourrais t'envoyer, Benjamin, et renvoyer aux personnes qui les ont posées. Je vous propose de faire comme ça, parce que je pense que là, si on prend une partie encore questions-réponses, là, ça va être, on va dépasser vraiment la possibilité d'horaire qu'on a. Est-ce que, Benjamin, ça te va qu'on fasse comme ça? Aucun problème, mais je répondrai aux questions que je suis en train de découvrir et qui sont hyper intéressantes, donc avec grand plaisir. Ok. Merci. Et du coup, voilà, vraiment merci Benjamin pour ta partie. Désolé pour le petit retard, Paul. Et puis, du coup, je te propose de passer directement avec cette belle transition qui nous a été faite à ta partie, Paul. Ça marche. Merci Benjamin pour la présentation. Merci beaucoup. Est-ce que vous voyez tous mon écran qui devrait arriver? Moi, je le vois. Alors, juste aussi pour info, Benjamin, Paul, si vous voulez éviter tous les petits pop des messages, vous avez une petite cloche en bas à droite qui désactive le son des notifs. J'ai oublié de vous le dire en début. Ça peut faciliter. Bon. Ça apporte des encouragements, donc c'est très bien. Bon, très bien. Je te laisse enchaîner. Alors, ma présentation elle va être un petit peu différente de celle de Benjamin, qui était en fait, elles vont être complémentaires. Benjamin a vraiment présenté un peu l'aspect technique, donc qu'est-ce qu'il y a concrètement derrière l'intelligence artificielle et l'ensemble de ces modèles. Moi, ce que je vais vous présenter plutôt, c'est quels sont un peu les challenges au niveau de l'adoption de l'intelligence artificielle. On en parle beaucoup, mais finalement, est-ce que c'est très utilisé? Et comment c'est utilisé? Et pourquoi aujourd'hui l'adoption est un peu plus facilitée? Donc voilà, je vous dis tout de suite le spoiler alerte, ça reste accessible même à tout le monde avec quelques connaissances. Alors, pourquoi l'adoption, elle est compliquée? En fait, on voit bien qu'il y a un potentiel absolument énorme déjà autour de l'intelligence artificielle. C'est beaucoup repris dans les médias, c'est beaucoup repris dans les jeux vidéo, dans les films, donc ça fait rêver un peu tout le monde, un peu comme ce robot qui a été développé. Donc, on a des applications qui sont très concrètes et qui nous ont beaucoup aidés, par exemple la voiture autonome, les algorithmes de détection de maladies dans tout genre, cancéreuses et autres, sur l'analyse d'images, comme a présenté finalement Benjamin, parce que ce sont les mêmes techniques qui sont derrière. Ou encore, je pense que vous l'avez tous vu, un peu ce reportage-là du meilleur joueur de Go sur la planète, qui a été une intelligence artificielle qui avait été développée donc par AlphaGo, toujours Google qui se cache un peu derrière. Et dernièrement, qui a été une grande révolution, mais je pense qu'il est passé un peu inaperçu, c'est la prédiction 3D des protéines. Donc, ça nous permet d'itérer beaucoup plus vite sur de la biologie et sur la recherche de vaccins, qui est véritablement une des plus grandes découvertes et applications de l'intelligence artificielle de ces récentes années. Alors, ça, c'est génial, mais le biais que ça implique, c'est que maintenant, une entreprise, elle entend parler d'intelligence artificielle et elle va se dire donc c'est la solution à tout et que fondamentalement, on peut résoudre n'importe quel problème avec de l'intelligence artificielle. Mais dans les faits, c'est vraiment pas si simple que ça. Alors, pourquoi c'est pas si simple? D'abord, on l'a vu un peu, même si Benjamin a été extrêmement pédagogue, vous avez vu par les graphiques qui ont été simplifiés par sa présentation que derrière, il y a quand même un max d'infos. Il y a de l'informatique pour sûr, il y a de l'ingénierie et il y a surtout des maths. Beaucoup, beaucoup de maths qui se cachent derrière.
Alors, on peut l'utiliser sans comprendre, mais fondamentalement, le jour où vous allez vouloir déboguer les choses, là, ça va être compliqué. C'est-à-dire qu'à un moment, quand ça ne marche pas, il faut essayer de comprendre pourquoi. Il faut donc comprendre les problèmes d'optimisation qui se cachent derrière et donc comprendre les différents modèles. D'où le pléthore de mèmes que vous allez trouver sur Internet, ou typiquement cette image de gauche qui est un peu marrante. Qui veut apprendre Python? Qui veut être data scientist? Tout le monde lève la main, c'est le métier le plus sexy. Et dans les faits, qui veut apprendre les maths? Personne. Parce que ça fait un peu peur, parce que c'est dans un contexte autre que celui qu'on l'a appris à l'école. Et donc, forcément, ça peut être un petit peu réticent sur la partie algèbre. Ça, c'est la première difficulté d'adoption, c'est vraiment la compréhension des modèles mathématiques. La deuxième, c'est les compétences techniques. Parce que fondamentalement, si vous avez compris le principe un petit peu de l'apprentissage, de voir les prédictions que vous allez pouvoir faire, donc ce qu'avait dit Benjamin, la classification, la régression, ce genre de choses, en fait, ce n'est pas tout. Parce qu'une fois que vous avez fait ça, comment vous le mettez en production? Et là, une autre difficulté s'offre à vous. D'abord, il faut prendre votre code, il faut le packager, il faut faire de l'orchestration pour pouvoir faire l'entraînement de vos modèles. Donc, très concrètement, régulièrement entraîner votre modèle ou fine-tuner votre modèle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire récupérer des données en entrée, prendre un modèle qui a peut-être déjà été appris ou prendre un modèle from scratch, le faire apprendre, vérifier les résultats, le mettre à disposition, le permettre de servir des prédictions à la volée. Tout ça, en fait, c'est loin d'être simple. Et donc, dans les exemples que je vous montre en dessous, Flask et Django, c'est pour packager votre code en Python. Il faut savoir que Python est quand même là le langage de prédilection pour tout ce qui va être intelligence artificielle. Airflow et MLflow. MLflow, c'est pour la mise en production. Airflow, c'est pour l'orchestration. Docker, c'est aussi pour l'orchestration sur du cloud. Et Kubernetes, c'est pour développer scalabilité. Donc, vous voyez que l'ensemble de ces outils-là, croyez-moi qu'il y a des formations entières là-dessus et qui sont loin d'être très simples. Donc, il y a aussi, quand dans une entreprise, une DSI qui est déjà en place, venir ajouter ces nouveaux outils, ce n'est pas forcément évident. Maintenant, c'est aussi un énorme problème de ressources. Derrière tout algo, et je vais reprendre l'exemple de GPT-3, vous avez vu, c'est bien fait. On s'est parlé avec Benjamin. Clairement, GPT-3 est aujourd'hui considéré comme le meilleur algorithme. Il a même été hésité à le mettre en open source, tellement les compétences et je dirais les applications possibles avec GPT-3 sont quasiment flippantes. Mais il faut savoir que pour entraîner un algorithme comme celui-ci, il vous faut à peu près 45 Tera de données textuelles. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu combien pèse un fichier texte sur votre ordi, mais c'est ridicule. Alors, imaginez-vous 45 Tera, c'est absolument monstrueux. Ça représente à peu près plus de 500 milliards de tokens. Alors, tokens, ce n'est pas forcément des mots, mais c'est des bouts de... ça peut être des ponctuations, ça peut être des espaces, ça peut être des mots, ce genre de choses. Donc, il y a eu 500 milliards de mots qui ont été ingérés. Et si vous vouliez avoir GPT-3 en mémoire vive sur votre ordinateur, littéralement, il vous faut 175 gigas de mémoire. Donc, si vous avez un PC déjà un peu puissant, vous avez 8 gigas. Donc, imaginez-vous que toutes ces choses-là sont réservées finalement à une infrastructure digne de ce nom. Donc, ça non plus, ce n'est pas forcément évident. Et puis, il faut savoir que c'est la puissance de calcul qui va vous coûter un bras. Parce que si vous voulez refaire un GPT-3 par vos propres moyens, combien même vous arriviez à retrouver ces ressources-là, si on prend la machine la moins chère qui existe dans les providers cloud, vous avez les liens si jamais vous voulez vérifier Medir. Il vous faudra 355 années d'entraînement pour un total de 4,6 millions de dollars pour entraîner un GPT-3. Donc, autant vous dire que si vous aviez la motivation de le faire, je vous le déconseille. Après, le problème aussi, c'est l'acculturation. Je pense que vous avez tous été confrontés à ça quand vous êtes dans une entreprise et qu'on parle d'un projet data. C'est plein de rêves, plein d'étoiles dans les yeux, mais la mise en place est extrêmement compliquée. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a la peur de l'inconnu. C'est-à-dire que beaucoup de gens ne savent pas exactement de quoi on parle quand on parle d'intelligence artificielle. Donc, c'est un peu de se dire « Oh mon Dieu, c'est un marteau pour tuer une mouche, on s'engage dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas. » Donc ça, c'est un manque de connaissances qui peut poser des problèmes. La deuxième chose, c'est le cycle de développement qui est relativement long. Ça ne se passera jamais très bien. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre des modèles déjà pré-entraînés, les appliquer chez vous et paf, ça fait des miracles. Malheureusement, non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a beaucoup d'essais, on recommence, on va jouer sur des hyperparamètres, on va peut-être changer un petit peu le réseau de neurones et donc son architecture. Donc tout ça, en fait, ça demande pas mal de cycles de développement et qui est donc un peu difficile à imaginer dans un contexte agile, classique, en tout cas de ce que je connais, surtout des startups, où c'est difficile pour certains product managers qui ne sont pas spécialisés en data et sur ces questions-là, de comprendre pourquoi on ne peut pas concevoir quelque chose qui va fonctionner. Ça, c'est souvent des discussions que j'ai eues. L'autre chose importante, c'est la data governance. C'est des mots qui reviennent très souvent en ce moment. C'est être sûr déjà qu'on sait où sont les données, comment sont les données, comment elles sont, je veux dire, préparées, nettoyées, toutes ces choses-là qui sont vraiment très, très importantes.
qui doivent être absolument comprises par tout le monde dans la société pour que des projets puissent être menés à bien et de temps en temps même être cross-équipe, cross-implémentation et cross-base de données où il y a de la data. Ensuite, il y a des problématiques, mais on en reviendra un petit peu plus tard parce que ça, c'est très intéressant. Ça fait toujours peur et on le voit de plus en plus. Il peut y avoir des biais algorithmiques qui sont induits par ce genre de méthode. Simplement, et on y reviendra juste après, vous prenez des données existantes et dans les données existantes, vous voyez bien qu'il y a déjà des biais de base. Vous lisez des choses sur, je ne sais pas moi, des groupes complotistes. Vous avez clairement des algorithmes qui vont être complotistes. C'est pas plus compliqué que ça. On dit souvent en machine learning, trash in, trash out. Vous mettez de la merde en entrée, vous avez de la merde en sortie. C'est exactement pareil. L'important aussi ici, c'est pour beaucoup de gens, c'est pas clair quel est le retour sur investissement. On sait déjà que ça va coûter cher, ça va être des ingénieurs qu'il va falloir payer pour développer ça va être beaucoup de ressources potentiellement informatiques. Et donc, c'est de se dire, OK, on s'engage dans quelque chose, mais concrètement, qu'est-ce que moi je vais y gagner? Ça, cette preuve du ROI n'est pas évidente en amont dans ce genre de projet-là. Donc, généralement, on va être plutôt sur des boîtes qui sont plutôt tech. Et enfin, ce qui est plus difficile, et Benjamin l'a abordé, c'est le partage de résultats. C'est-à-dire que vous pouvez grosso modo dire si votre algo fait des erreurs ou non. Par contre, quand on vous dit, mais alors celui-là, pourquoi il a prédit ça? Il est complètement à l'ouest, il est nul ton truc. Et bien alors là, amusez-vous. Parce que quand vous êtes sur des modèles qui sont avec des milliards de paramètres, impossible de savoir quel a été le cheminement de pensée de votre algorithme et de savoir pourquoi il a prédit ça. Là, vous avez juste à dire, écoutez, il peut y avoir des erreurs, on peut essayer de comprendre, etc. Mais concrètement, vous êtes face à un problème qui est d'une dimensionnalité qui nous dépasse clairement. D'ailleurs, juste ça, c'est mon point de vue personnel. C'est pour ça que je ne pense pas aujourd'hui qu'on est arrivé à traduire la complexité de l'intelligence artificielle avec du deep learning de la meilleure des façons. Parce que c'est un peu un énorme marteau, C'est-à-dire que vous êtes face à des problèmes où on a réussi à faire des choses relativement intelligentes avec la modélisation mathématique. Donc, je parle un peu de machine learning, probabilité bayésienne, ce genre de choses, qui sont plus faciles à entraîner, qui ont beaucoup moins de paramètres et qui ont souvent des très, très bons résultats. Le deep learning arrive avec 100 milliards de paramètres, boum. Et là, forcément, vous avez une capacité de modélisation monstrueuse avec énormément de non-linéarité. Mais pour moi, ça me paraît un peu grossier et je pense qu'on n'a pas finement compris ce qui se passe encore derrière. Alors, les biais algorithmiques, je vous en parlais, ça, c'est quand même une des vraies problématiques. Je pense surtout, premier point que je cite, tout ce qui va être des systèmes de recommandation. Je pense que vous l'avez tous vu, si vous regardez, je ne sais pas moi, n'importe quelle vidéo, The Voice par exemple, vous allez avoir que des suggestions de The Voice. Tout simplement parce que l'optimisation qui est faite derrière, c'est qu'on veut vous permettre de rester le plus longtemps possible, d'utiliser le plus possible. Tout ça, ce sont des KPI qui sont plus que regardés pour des entreprises comme YouTube. Et donc, on va à chaque fois vous mettre quelque chose que vous êtes susceptible d'aimer. Donc ça s'appelle collaborative filtering. Donc, c'est vraiment ce qui a fait connaître Netflix au tout début par rapport à l'algo qu'ils ont fait développer, parce qu'en fait, ils ont fait un appel, en grosso modo, à des labos de recherche pour pouvoir le développer. Et donc, on se retrouve avec ces recommandations-là, où si vous commencez à regarder des vidéos complotistes, on va vous donner des vidéos complotistes et encore des vidéos complotistes. Et donc, vous allez vous retrouver avec une masse d'informations monstrueuses, parlant toujours de la même chose, de potentiellement de choses erronées, mais qui sont tout le temps répétées par d'autres. Donc, vous finissez par comprendre, donc vous finissez par accepter, vous dites, bah oui, en fait, c'est la vérité. Ça, c'est un vrai, vrai problème. Et je dirais qu'on va avoir des biais algorithmiques même à 2 niveaux. C'est-à-dire que si YouTube commence à dire « Ouais, mais là, c'est pas bien de recommander des vidéos complotistes », c'est-à-dire que YouTube décide de ce qui est bien et pas bien. Et là, j'ouvre un autre débat, mais qui est vraiment extrêmement compliqué à régler. Vous allez avoir aussi des problématiques de racisme. Moi, je ne le rappellerai pas forcément comme ça, mais par exemple, on a déjà vu des algos de reconnaissance faciale sur une personne de couleur noire complètement être à l'ouest par rapport à une couleur blanche. On pourrait dire « Ah oui, mais l'algo, grosso modo, il est hyper raciste. Il ne reconnaît pas des gens noirs, mais il reconnaît des gens blancs. » Ça, qu'est-ce qui se passe? C'est en fonction de ce que vous avez mis en entrée de votre algorithme. Si vous mettez que des données de personnes blanches et d'un coup, vous lui donnez une personne noire, ce n'est pas les mêmes caractéristiques de visage, ce n'est pas la même couleur. Et donc, ça ne va pas être exactement les mêmes opérations qui vont aboutir à un même résultat. Donc, souvent, il y a un amalgame en disant il est hyper raciste, c'est simplement parce que les données en entrée sont clairement pas les bonnes. Vous allez voir la même chose, il y a quelque chose qui est arrivé récemment, une sorte de bot conversationnel qui vous aide finalement à aller mieux psychologiquement. Et finalement, ce bot-là est arrivé après de l'entraînement à vous recommander de vous suicider. Donc, clairement, on arrive à des biais qui sont catastrophiques, qui sont généralement induits par le fait, comme je vous le disais, qu'ils utilisent des données, certainement de conversations qui ont été récupérées de chats médicaux ou de ce qu'on peut trouver sur Internet. Je pourrais en vous donner d'autres, mais ça ne sert à rien. Je vous conseille de regarder la vidéo que je vous mets, Algo Transparency, qui a été discutée par des anciens de chez Google et de chez Twitter, si je ne dis pas de bêtises, qui est extrêmement intéressante sur le sujet et qui montre surtout le travail colossal qu'on a devant nous pour pouvoir se prémunir de ce genre de choses.
Alors du coup, est-ce que le fait que je vous dise tout ça, c'est un peu la mort des projets IA, qu'on ne peut juste pas utiliser tout ça et que bah, c'est fini, c'est réservé à une petite poignée d'élite? Alors heureusement non, j'ai quand même des bonnes nouvelles. Vous n'avez pas besoin d'avoir fait un PhD en data science à Harvard ou autre. Alors je dirais plutôt Stanford hein, si on prend l'IA. Mais heureusement que non, maintenant il y a des nouveaux outils, ça se démocratise, il y a des choses qui vont se mettre en place et je vais vous montrer finalement pourquoi on va s'en sortir. Tout d'abord, tout part de là. Clairement, le Python est le langage qui a fait développer l'intelligence artificielle parce que c'est la simplicité d'écriture, parce que ça a été celui qui a été choisi par Scikit-Learn il y a maintenant très longtemps, professeur à Télécom que j'ai Alexandre Grandfort que j'ai eu moi à titre personnel comme professeur. Donc il y a eu beaucoup de travail effectué là-dessus et effectivement grâce à l'open source, ici vous voyez GitHub et GitLab qui permettent d'échanger là-dessus, ça nous a permis d'avoir des librairies d'intelligence artificielle qui sont absolument révolutionnaires. Vous avez ici PyTorch, ici vous avez TensorFlow, c'est les deux les plus connus. Et vous avez des librairies qui ont été plus spécifiques, donc en particulier Transformer que Benjamin a introduit, Hugging Face, Scikit-Learn dont je vous parlais au début, et ces deux autres-là qui sont prédiction de séries temporelles par Facebook. Et ça, c'est l'algorithme H3 de géolocalisation du beurre. Donc, vous avez, grâce à ces technologies, plus la communauté, déjà accès, si vous avez des compétences techniques, à énormément d'algos qui ont été pré-entraînés pour vous, énormément de choses complexes qui ont été codées et prêts à l'emploi pour vous. Donc, déjà, ça, c'est une première évolution et ça change tout. La deuxième chose, c'est les algorithmes. Il y a deux techniques, clairement, que Benjamin aussi a introduit. Soit vous utilisez des algorithmes qui ont déjà été pré-entraînés, donc c'est des gens qui ont déjà fait cet effort d'ingérer énormément de textes, d'images ou ce genre de choses, et vous avez qu'à les utiliser. Par exemple, vous pouvez trouver pléthore d'algorithmes déjà entraînés sur Internet. Par exemple, vous avez des problématiques de chats et chiens, et ben vous allez prendre des algos qui ont été entraînés sur les chats et chiens, vous n'avez plus qu'à vous donner une nouvelle image de chat, et il va vous dire c'est un chat avec 98% de chance. Voilà, vous avez donc l'utilisation d'algorithmes pré-entraînés, prêts à l'emploi, que vous pouvez utiliser sans avoir eu l'effort de paramétrer, de faire entraîner tout ça. Donc ça, c'est déjà une première évolution. La deuxième, qui est bien plus importante, c'est le transfer learning. Vous pouvez utiliser des algorithmes qui sont entraînés, pas forcément pour la tâche spécifique pour laquelle vous le souhaitez l'utiliser, et vous pouvez clairement ajuster, faire du fine-tuning. Donc, généralement, c'est simplement les dernières couches de vos réseaux de neurones, de les entraîner spécifiquement pour le cas que vous souhaitez. Pourquoi ça marche? Bah, écoutez, si vous êtes capable de reconnaître des objets sur une image, a fortiori, vous êtes capable de reconnaître des voitures rouges, de voitures jaunes. Hein, c'est qui peut le plus, peut le moins, si je peux dire. Et c'est un peu ce qui est l'idée derrière. Les algorithmes comme GPT-3 sur le texte ont une compréhension un peu globale du texte, donc peuvent en particulier faire de la traduction, de faire du résumé, de prédire le mot suivant, et ainsi de suite. Et donc ça, c'est top. Alors tout ça est quand même mis à disposition par les GAFA. Donc on dit souvent des méchants, mais là, pour le coup, ça fait une avancée qui est monstrueuse pour nous, hein, pour toute la communauté scientifique, pour tous nous, les utilisateurs. C'est un énorme pas en avant. Le petite image que je vous montre, elle est assez marrante. C'est pour vous parler justement des derniers, je dirais, couches du réseau de neurones. Vous utilisez un Schwarzy hyper musclé qui est hyper fort pour la guerre, et puis vous prenez juste Mr Bean au-dessus pour peut-être le petit côté drôle. Et donc, vous voyez que vous pouvez avoir vraiment clairement un algorithme qui est surpuissant, adapté à votre problématique. Alors excusez-moi, il y a une erreur de slide. Alors, concrètement, comment on fait? Comment on utilise ça? Alors déjà, vous avez des solutions de logiciels, j'en cite un seul, mais vous en avez d'autres, où vous avez par exemple Dataiku qui vous permettent, dans une entreprise, de coordonner toutes les tâches de data science, donc à la fois l'entraînement, à la fois la prédiction et à la fois la mise à disposition, un peu, je dirais, une mise en production facilitée. Et vous avez aussi des systèmes à l'intérieur un peu d'auto-ML, c'est-à-dire que vous avez une problématique, mais vous ne savez pas exactement quel algo il faut utiliser, quels paramètres. Lui, il fait sa tambouille, il teste des algos, il teste des paramètres et il vous recrache la meilleure des solutions. Voilà, ça existe aussi, si vous savez coder un peu en Python, de le faire largement avec Scikit-Learn. D'ailleurs, c'est ce qui se cache derrière Dataiku, hein, c'est du Scikit-Learn, encore une fois de l'open source. Et c'est des logiciels qui sont intéressants quand on veut une prise en main un peu facilitée. Alors, je m'insulte moi-même dans ma slide, on a dit, mais concrètement, très concrètement, si vous êtes à l'aise avec le principe d'API, donc concrètement, une API, je le dis pour ceux qui ne le sauraient pas très rapidement, c'est une mise à disposition d'un logiciel à une certaine adresse, une adresse généralement qu'on appelle HTTP ou endpoint, qui vous permet de dire « je te ping, donne-moi la réponse ». Donc, vous pouvez très bien avoir des algorithmes qui sont prêts à l'emploi et vous allez dire « toc toc, je te donne une image, donne-moi la réponse ». Donc ça s'appelle en fait faire une requête API vers ces algorithmes qui sont prêts à recevoir et à prédire. Ça, c'est juste une révolution pour nous, c'est-à-dire que vous n'avez pas la préoccupation de même entraîner quelque chose, pas la préoccupation de le mettre en production, vous avez juste à appeler et recevoir le résultat. La contrepartie de ça, c'est que c'est payant, évidemment,
puisque de l'autre côté, il faut bien dire qu'il y a énormément de calculs pour pouvoir entraîner les choses, et il y a bien évidemment de la maintenance informatique pour vous la mettre à disposition. Donc, tout ça est payant, mais l'intelligence artificielle au service du plus grand nombre. Et donc là, je vais vous présenter plusieurs outils qui reposent là-dessus, une simple requête API, et vous l'utilisez. Le premier que je cite, parce que je le connais particulièrement bien, c'est Google Cloud. Donc, c'est le provider Google pour tout ce qui va être service cloud. Ils ont en particulier des produits IA. Et ces produits IA vous permettent de faire de la vision ou du NLP, donc du texte, par tout ce qui existe. Object detection, la classification, du scoring, l'extraire du texte d'un PDF. Si vous arrivez à des problématiques comme ça, pitié, ne refaites pas tout à la main, c'est pas possible. Utilisez déjà ces choses-là qui sont plus que performantes. Sauf si vous avez des volumes monstrueux, ce ne sont pas des solutions qui coûtent une fortune. Vous avez aussi une NLP, Document Parsing, tout ce qu'on a déjà dit sont déjà mis à votre disposition à partir d'une simple requête API. Hugging Face, qui est pour moi une boîte extraordinaire. Alors, on les connaissait, et je les connaissais déjà bien avant qu'ils fassent Hugging Face. Ils avaient développé un agent conversationnel un peu, si vous avez vu le film Her, où c'est carrément on tombe amoureux de son robot, de son agent conversationnel pour discuter avec lui de sa vie, etc. Et en fait, ils ont utilisé le travail qu'ils ont fourni là-dessus, qui était les transformers, pour se dire, en fait, on va mettre à disposition de tout le monde des transformers entraînés, et on va demander à la communauté d'entraîner de nouveau, de mettre des datasets, de mettre d'autres problématiques, et de venir faire un grand réservoir d'algorithmes dernier cri, donc des transformers à la connaissance actuelle, de la recherche en intelligence artificielle, et de la mettre à disposition à tout le monde. Donc, ils ont créé un produit qui s'appelle Inference API, qui lui permet de pouvoir utiliser n'importe quel algorithme entraîné, donc qui utilise les dernières techniques qu'a présentées Benjamin dans les transformers, et de vous permettre de les appeler en une simple requête API. Vous avez des forfaits qui commencent à 9 $ par mois, donc vous voyez que c'est largement accessible. Et ça, vous ne vous occupez pas de l'infrastructure informatique, c'est eux qui gèrent tout de leur côté. C'est tellement facile à utiliser que puisque c'est une requête API, vous pouvez les mettre dans n'importe quelle séance ou séquence d'automatisation, ça peut être dans du Zapier, du N8N ou ce genre de choses, si vous avez tous les use cases qui vous sont accessibles. Vous voulez savoir quel est dans des tickets Zendesk qui revient le plus comme problème sur une application, vous voulez avoir des sentiments de texte sur quelqu'un qui laisse des commentaires sur vous, donc pour pouvoir détecter une personne mécontente, pour pouvoir lui répondre. Vous voulez enrichir des leads sur des problématiques, sur un scoring, sur un lead qui est plus qualifié qu'un autre. Toutes ces choses-là deviennent vraiment maintenant accessibles. Une autre solution qui est, alors cette fois-ci, ça va relever carrément de la magie. Vous avez des algorithmes, on n'en a pas encore vraiment parlé là dans la présentation juste avant, mais ce qu'on appelle des GAN, c'est Generative Adversarial Network, je vais y arriver, qui utilisent ce qu'on appelle finalement un juge et un artiste. L'artiste va essayer de produire des images les plus réalistes possibles. Le juge va dire non, ces images ne sont pas réalistes. Et en fait, il y a un peu une course entre les deux jusqu'à arriver à un niveau de production d'images, de textes ou de sons tellement de bonne qualité qu'on ne sait plus si c'est du vrai ou du faux. Et ce genre de techniques sont utilisées pour pouvoir, par exemple, faire un cas comme ce qu'utilise Synthesia, de vous écrivez du texte, vous choisissez un avatar, et cet avatar va avoir les lèvres qui bougent pour dire le texte que vous lui avez donné. Bien évidemment, le texte est adapté par rapport à la langue. Donc, si vous mettez du français, il y aura les mouvements de bouche français. Vous mettez de l'anglais, ça sera de l'anglais. Et vous pouvez faire ça, y compris sur votre propre visage. C'est-à-dire que vous allez pouvoir uploader des vidéos de vous en train de tourner la tête comme ça et en train de bouger les lèvres de la façon dont on va vous l'indiquer. Et vous allez avoir votre tête qui va dire ce que vous lui écrivez. Là, vous allez me dire, mais bon, à quoi ça sert? Application monstrueuse. Les jeux vidéo, plus besoin de faire de doublage. Ou alors, c'est carrément mal fait aujourd'hui. Ça fera des personnages qui sont beaucoup plus réalistes. Pour le cinéma, pour, si jamais vous êtes dans une démarche de sales, de prospection et autres, pouvoir envoyer un message personnalisé pour un bug ou pour simplement un suivi de clientèle dans la langue du client, avec des lèvres synchronisées, avec le visage de la personne avec qui il a discuté pour au moment de la vente, là, vous tuez le game. Littéralement, vous tuez le game. Et ce n'est pas si simple à faire, et eux le mettre à disposition. Enfin, celui-ci que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle Teachable Machine. Ça, vous pouvez même jouer avec vos enfants, vous pouvez mettre qui vous voulez dessus, c'est très très fun. Vous pouvez directement, grâce à Teachable, être devant votre caméra et entraîner un algorithme. C'est-à-dire, il y a 3 tâches possibles. Ça peut être pour prédire une posture. Donc, par exemple, si je me mets comme ça, chapeau chinois, prédire un son, si je fais un son grave, un son aigu, si je crie, enfin voilà, n'importe quel son identifié, moi je ne sais pas, le cristal du verre, etc. Ce qu'on va vous demander de faire, c'est de reproduire plusieurs fois ces actions-là et de dire cette action-là correspond
à une position du chapeau chinois, cette position correspond au guerrier 3, au yoga, et ainsi de suite, de telle sorte que dès que vous allez lui remontrer une image avec votre caméra, c'est-à-dire quand vous allez vous filmer, immédiatement, il va vous donner la prédiction. Et ça marche très, 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 très bien. Et alors, à quoi ça sert? Ça sert littéralement à, dès que vous faites une application, que vous voulez faire un POC, vous pouvez faire ça très simplement, récupérer l'algo pré-entraîné et le mettre dans n'importe quelle application. Je vous donne un petit exemple. Mon associé est fan de CrossFit et donc il a utilisé ça pour faire un compteur de répétition de pompes. Voilà. Il se filme avec sa caméra avec les pompes, il fait ses pompes et ça compte tout simplement le nombre de pompes qu'il a fait. C'est juste une image un peu rigolote, mais vous n'imaginez pas le nombre d'applications possibles à plus de ça. Et on passe le bonjour à Thomas, du coup. On passe le bonjour à Thomas. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Donc, moi, je vous donne un peu de petits conseils rapides. D'abord, il ne faut pas paniquer. Si vous ne comprenez pas certaines choses, ce n'est pas grave, moi non plus, il y a des trucs que je ne comprends pas. Il faut vraiment prendre le temps. Si ça vous intéresse de regarder un peu des gens qui rendent ça plus accessible, donc traduire des papiers de recherche par simplement comprendre les idées, pour moi, c'est ça qui est fondamental. Et surtout, ne pas se sentir lésé de se dire « Oh, il y a des gens qui utilisent des trucs de ouf, c'est clairement que ça ne doit pas être pour moi. » Non, ça, il ne faut vraiment pas se sentir ce poids-là et se gêner. Il ne faut vraiment pas se censurer, c'est ça le mot que je cherchais. Maintenant, ce que je vous conseille maintenant, c'est de clairement maîtriser les API. Vous l'aurez compris que si vous avez une connaissance de comment j'utilise une API, donc franchement, c'est 4 lignes en Python, ou dans n'importe quel outil, Postman et compagnie que vous pourriez utiliser, c'est la porte d'entrée à une utilisation de l'intelligence artificielle vraiment, vraiment, vraiment facilitée, puisque vous n'avez pas tout ce qui se cache derrière, et donc qui vous donne des champs d'action du possible beaucoup plus importants. Enfin, moi, je vous conseille de suivre des newsletters. Celle que je vais mettre en avant, ce n'est même pas la mienne en premier. C'est clairement Datasama. Je le connais très bien aussi. Il fait des newsletters côté data qui sont superbes, honnêtement, à la fois sur les articles de recherche, à la fois sur les outils, à la fois sur les applications. Donc, moi, je vous la conseille fortement. Et bien évidemment, la mienne chez Emile, parce qu'on essaye aussi de partager ce qui nous semble le plus pertinent. J'essaye de moins partager de choses en deep learning que Datasama, pour la simple et bonne raison que pour l'instant, chez Emile, on n'enseigne pas le deep learning. Enfin, je vous conseille de vous former simplement, soit en interne, si vous avez des possibilités, soit via des formations pour monter en compétences. Parce qu'en fait, il se passe beaucoup de choses, ça va extrêmement vite et c'est souvent difficile de savoir par où commencer ou par quel programme je devrais suivre pour pouvoir arriver au niveau que je souhaite. Mais avant tout, c'est vraiment, soyez curieux. C'est vraiment le plus important. Je pense que quand on a la tête bien faite et qu'on est curieux, on apprend tous les sujets. Voilà, je vous remercie. Eh ben, c'est nous qui te remercions, Paul. C'était très clair. Bon, je dois avouer que pour moi, c'était peut-être un petit peu plus facile aussi que la première partie. et de voir toutes ces applications, ça m'a permis vraiment de comprendre un peu plus concrètement comment ça fonctionne. Et tu vois, tu as plein de petits emojis, fiesta et pouces en l'air, ce qui veut dire que les gens, je pense, ont dû apprécier le moment. Avec plaisir. Vous avez toujours mon écran ou j'ai bien arrêté de partager? Non, tu as arrêté de partager l'écran. Bon, c'est parfait. On a eu quelques liens qui ont été partagés parce qu'il y a eu des questions, notamment il y a Raphaël qui demandait est-ce que Paul donne des cours, donc j'en ai profité pour, tu vois, il y a Youssef qui a partagé la formation Python Machine Learning, moi j'ai partagé du coup ouais, exactement. des liens en particulier. Peut-être que tu peux nous envoyer ici le lien des deux, enfin en tout cas c'est quoi, c'est Datasat Datasama, exactement. Je peux vous peut-être que tu peux nous l'envoyer ici, comme ça, dans le chat, pour que les gens puissent. La vidéo dont tu parlais tout à l'heure, il y a aussi quelqu'un qui l'a partagé, Michel, qui a retrouvé le lien et qui nous l'a envoyé dans le chat. Donc, de toute façon, ça ne me gêne pas. Je peux partager les slides, pas de problème, sur tous les outils que je cite ici. Alors, j'ai cité ceux qui étaient les plus accessibles, quand même, vous l'aurez compris, pour pouvoir rendre ça vraiment concret pour tout le monde. Alors, la newsletter Datasama est ici, que je viens de partager. Et alors, chez Emile, je peux peut-être en parler un petit peu. Effectivement, nous, on se concentre sur la data. On a plusieurs programmes. En particulier, la data, le premier programme s'appelle Data for Pro, qui permet vraiment de rendre accessible la data au plus grand nombre, donc des professionnels dans le digital, mais qui sont, je dirais, loin de ces problématiques-là pour l'instant. Mais on ouvre effectivement plusieurs autres tracks autour de l'automatisation, autour du tracking et autour du Python et du machine learning. Et il y aura une track deep learning très prochainement, quand je dis prochainement, en horizon de 6 mois, je pense. Et il y aura du Hugging Face, effectivement, pour vous montrer un peu les applications de tout ça.
Ça sera par une track un peu costaud quand même, hein, parce que chez Emile, voilà, c'est un parti pris chez nous. Hein. Quand on fait quelque chose, c'est intense, mais à la sortie, vous savez faire. Et ça, c'est la garantie. Et je vais certainement m'en rendre compte très bientôt parce que je participe à une des formations plutôt market, moi, mais en tout cas, je vais avoir l'occasion de faire l'expérience de la formation. J'ai vu qu'il y avait, alors, il y a eu quelques questions. Je vois notamment, c'était encore 5 minutes. Je sais qu'on n'est pas du tout dans les clous au niveau horaire, mais tout le monde, enfin, il y a encore pas mal de monde qui est là. Du coup, peut-être juste, j'ai vu qu'il y avait 3 questions qui parlaient un petit peu éthique et tout ça. Et j'avoue que moi-même, ça m'a rendu curieux et je trouve ça intéressant. Alors, il y en a une sur l'utilisation de l'IA dans l'entreprise sans étape de test en termes de gros risques. Amazon a fait les frais au tribunal. Y a-t-il un gendarme d'État qui ferait l'utilisation de l'IA? Ça, c'est la première question. Il y a une deuxième de Youssef qui est longue, mais en gros, si on peut la résumer. Alors, attends. Ouais, voilà, qu'il y a des machines qui commencent à remplacer les choses que certains humains savent faire. Quelle va être la place de l'humain dans le futur par rapport aux machines? Là, je me mets en tenue de prophète. Alors, je vais commencer par le premier. En fait, les biais algorithmiques, c'est aujourd'hui qu'on s'en rend compte, si je puis dire. En fait, il n'y a pas aujourd'hui énormément de choses mises en place. Ce qu'on voit, par contre, c'est qu'il y a une prise de conscience globale. Et on le voit surtout au niveau des réseaux sociaux les plus connus. De se rendre compte que finalement, tous ces biais-là engendrent des comportements qui sont à la base, je ne pense pas, voulus, mais aujourd'hui qui sont quand même difficiles à enlever. Enfin, je vous parlais des systèmes de recommandation. YouTube ne va pas enlever du jour au lendemain des vidéos qui vont vous plaire, parce que sinon, clairement, vous allez quitter leur application, et donc ça, c'est clairement quelque chose qu'ils ne souhaitent pas. Par contre, ce qu'on voit de plus en plus, c'est des nouveaux posts qui se créent, qui sont justement en charge de vérifier la qualité des données et les biais algorithmiques qui pourraient se présenter. Donc, je prends l'exemple de GingFace. Ils viennent de recruter très récemment quelqu'un qui est en charge que de cette question-là, et qui l'avait été avant pour Google, donc une personne relativement connue, qui vont mettre en place des process, vont mettre en place des choses qui aujourd'hui n'existent pas. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, un pan passionnant. Et je trouve que c'est aussi un sujet qui pourrait être adressable si on regarde un peu la qualité des données en entrée. Je vous le dis toujours, hein, si vous avez des données qui favorisent des blancs versus des noirs ou qui va utiliser que le masculin pour la suprématie plutôt que du féminin, c'est pas au niveau de l'algorithme en soi, ça va être au niveau de la sélection des données. Le problème, c'est que quand vous faites ça, c'est que vous décidez quelles données sont susceptibles d'être bien ou pas bien. Mais on se rend compte dans notre société que on est 7 milliards et parmi les 7 milliards, il y a des gens qui sont comme ça. Et donc, il faut faire un tri. Donc, c'est à vous de décider de ce qui est le bien du mal, si j'ai envie de forcer le trait. Et ce n'est pas une question facile, quoi. Et je pense que, par exemple, je ne suis pas à l'aise pour me dire que YouTube doit ou pas censurer des choses. Ça veut dire que YouTube décide de ce qu'on a le droit de voir ou pas voir. Ce qui est une dimension politique qui est quand même monstrueuse. Maintenant, je sais que tout le monde est vraiment, vraiment très critique sur ces réseaux sociaux. Mais je pense qu'il faut remettre dans son contexte. Vous imaginez qu'on peut tous publier des messages ou des vidéos aussi facilement que ça sur n'importe quel réseau social. La complexité pour analyser sur toutes ces vidéos-là, même les live streams, pour savoir qu'il se passe des choses qui ne sont pas normales, c'est hyper dur à faire. Hyper dur à faire. Et franchement, qu'on critique je sais que ce n'est pas normal, hein, mais qu'on critique Facebook parce qu'il y a un assassinat en live et qu'on s'en rend compte qu'au bout de 8 minutes, c'est une prouesse technique. Vraiment, c'est vraiment pas simple. Et croyez-moi qu'il y a des dizaines de milliers de personnes, humains, derrière, qui continuent à regarder. Parce que la machine ne fait pas tout, malheureusement, ou heureusement. Et donc, ça vient à la deuxième question. La deuxième question, c'est la place de l'humain dans tout ça. Et bah, pour développer tout ça, déjà, il faut de l'humain, parce que ce n'est pas les machines qui vont nous dire comment on va faire. Donc là, il y a vraiment un énorme travail de recherche. Mais pour les gens, je dirais, comme moi, hein, qui ne sont pas dans des labos de recherche très poussés, etc., je pense que notre place, elle va être sur les tâches qui sont les plus intelligentes, c'est-à-dire des choses aujourd'hui qu'on ne sait pas faire. Par exemple, moi, j'aime bien beaucoup Luc Julia, qui est le créateur de Siri, qui nous parle de l'intelligence artificielle, pas comme une intelligence un peu à la Luc Besson, qui va pénétrer vos ordinateurs et qui va vous contrôler. Ça, c'est pour moi de la science-fiction. Ce que je préfère, c'est sa définition à lui. L'intelligence artificielle, ce sont des outils. On les a vus, hein, c'est un gros pavé de neurones avec de l'informatique, avec des millions, des milliards de paramètres. Et je secoue, j'entraîne et ça va venir prédire. Lui, il dessine ça comme un outil. C'est comme on a un marteau pour enfoncer un clou, on a ces outils d'intelligence artificielle pour des tâches bien spécifiques. Aujourd'hui, il y a des choses et des énormes enjeux devant nous
qui vont être comment on fait pour avoir une intelligence qui s'adapte à un nouveau problème. Aujourd'hui, vous avez quelque chose qui joue au jeu de Go, il ne joue pas aux échecs. Hein. Aujourd'hui, vous avez quelque chose qui prédit si c'est un chat et un chien, il ne peut pas changer du jour au lendemain pour prédire si c'est une Audi ou une Porsche. Donc aujourd'hui, c'est très siloté et on ne sait pas faire des algorithmes qui s'entraînent un peu à plusieurs tâches différentes. Donc ça, c'est encore du domaine de l'exploration totale. Et ce qu'on essaye de faire, et c'est ce que vous a présenté un petit peu Benjamin avec GPT-3, c'est qu'aujourd'hui, on essaye de faire des algorithmes qui sont un peu généralistes, qui va apprendre un langage de modèle, mais on ne sait pas faire aujourd'hui non plus des algorithmes qui s'entraînent complètement tout seuls. Et je ne pense pas que ça soit si simple à faire, puisque si on prend l'exemple d'un enfant qui ne connaît pas grand-chose, on va dire, à la naissance, il lui faut quand même 2, 3, 4 années pour pouvoir identifier qu'est-ce qui est bien, dangereux, pas dangereux, un chat, un chien. En fait, on se rend bien compte qu'il a un temps d'apprentissage énorme, en fait, parce qu'il vient toujours demander, ça c'est un chien, non, ça c'est un chat. Et il finit par finalement l'enregistrer. Donc, on est partagé en disant, il faut plein de données, donc c'est un peu merdique. On ne comprend pas trop comment ça marche non plus l'intelligence, donc on fout beaucoup de paramètres en disant ça va aller. Et donc, je pense que sur tous ces volets-là, que ça soit de l'éthique, que ça soit de la compréhension du domaine et que ça soit justement, je dirais, l'intelligence humaine pour manipuler ces outils de la bonne manière, que ça fait beaucoup de nouveaux métiers qui ont leur place. Merci. Et une petite dernière, parce que ça aussi, je pense que ça peut être intéressant de l'aborder. On en entend tout le temps parler. Enfin, moi, en tout cas, je le vois régulièrement. C'est la dernière question de Youssef qui me dit je parle VPN, j'ai des suggestions de VPN. Est-ce qu'il y a des réglementations concernant l'IA, notamment sur l'algorithme d'écoute? Alors, je ne sais pas exactement si on peut appeler ça comme ça, mais enfin, je crois que tu as déjà entendu parler de ces genres de cas où je suis en train de parler de quelque chose et puis d'un coup, j'ai des pubs de ces choses-là qui arrivent à mes oreilles, quoi. Enfin, qui arrivent sous mes yeux. Est-ce que les réseaux sociaux nous écoutent? Moi, j'en suis persuadé. J'avais vu passer qu'il y a peut-être justement un biais psychologique de notre part qui fait que vu qu'on vient d'en parler et qu'on le voit, eh ben, on fait l'association et du coup, on se dit je suis écouté. Mais qu'en fait, c'est juste vu qu'on en a parlé juste avant, on fait plus attention à ça. Mais est-ce que toi, tu as déjà entendu parler Alors, entendu parler, je ne peux pas le confirmer de source sûre. Je pense que de mon expérience et de ma connaissance du sujet, ce ne serait pas du tout impossible qu'on puisse être écouté, surtout après des histoires comme Cambridge Analytica, etc. Mais je pense aussi qu'il y a des signaux faibles où on ne se rend pas bien compte que cette succession de signaux faibles traduit finalement le fait de voir ou tel produit. Ça, c'est ce que je faisais dans la première boîte. Vous n'imaginez pas à quel point on peut deviner qu'une personne va être intéressée ou va pouvoir cliquer sur une pub par rapport à son historique de navigation. Et ça, je prends un exemple qui parlera à tout le monde. Hein. Si vous commencez à regarder du papier peint pour enfants et qu'après vous êtes arrêté sur des couches sur Franprix alors que vous n'y étiez jamais allé, c'est pas très compliqué de savoir que potentiellement votre femme est enceinte ou que vous pensez à l'idée d'avoir des enfants ou ce genre de choses. Donc, ça, c'est un exemple grossier que je vous donne, mais il y a plein de petites choses qu'on appelle un peu fingerprint, donc des petites choses, des actions qui n'ont pas l'air très importantes, mais mis bout à bout avec du machine learning, comprendre que c'est cet enchaînement de petites choses qui vous ont converti ou qui vous ont fait que vous avez vu telle et telle chose et que vous avez apprécié. Et ben en fait, ces signaux-là, pour nous, c'est difficile de les appréhender parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore complètement intégré. C'est pas encore du domaine du rationnel, mais ça existe. Et ça, les algorithmes sont très forts pour détecter tout ça.